vais te montrer une petite vidéo là où tu vas pouvoir nous expliquer techniquement comment ça marche. Bah, c'est très simple en fait, ça c'est juste un rig GoPro. Ça paraît être une usine à gaz. Concrètement, c'est juste des cams GoPro qu'ils ont mis sur un casque où ils calculent en fait le raccord de couture, donc de stitching en anglais entre chaque image, ce qui permet en fait de faire un plan séquence en subjectif. Je veux bien que tu mettes en lecture. Et voilà, et en POV. Et ça, moi je serais assez curieux de le tester. Celui-là, je ne l'ai pas testé parce que je pense que c'est une nausée immédiate. Mais voilà, chance, ouais. je pense que c'est abominable. En fait, c'est ça, c'est que tu refais tout l'environnement en 3D. Ah non, mais là tout est live. Hein. Là, c'est ça en fait. Là, c'est une vraie capture avec en basse définition, une retranscription. Là où, mais en fait, je vous invite à vraiment essayer de chercher un peu sur internet des informations sur le light of field et la caméra litro. Là, tu as ouvert un grand pan quand même, parce que c'est un truc sur lequel on est en train d'avancer en R&D. Moi, j'ai eu la chance de travailler là-dessus en R&D, mais c'est 2025 quoi. En fait, c'est 2025 parce que si vous êtes un peu technophile, aujourd'hui on fait des films en 4K à 25 images par seconde, cette caméra elle tourne en 400K à 700 images par seconde. C'est ça, voilà. Donc, mais pourquoi ? Parce qu'on a besoin de 400K, parce que quand je suis ici, si je veux me déplacer de 4 mètres, c'est quoi la définition dont j'ai besoin pour avoir le visage de quelqu'un qui est au dernier rang, vu que l'émotion naît d'un visage ? Et ben ça demande de la technologie. Et justement, il y a une vraie problématique technologique autour de la VR en fait, c'est que justement il y a plein de choses qui s'agrègent quand on voit ce que fait aussi Google avec le projet Tango, où en fait justement c'est une caméra qui permet de faire de la spatialisation, où en fait en même temps que vous êtes en train de jouer, la caméra calcule l'espace et la mémorise, et donc du coup après elle sait dans quel espace vous êtes, elle sait à quoi il ressemble, et elle peut agréger de l'information par-dessus et faire de la mixed reality ou de la réalité augmentée. Et ça pareil, en fait c'est la vraie problématique de la VR aujourd'hui, c'est qu'on est sur des pans de R&D dans tous les sens, tout le monde y va. Et en fait, on essaie en même temps, les auteurs-réalisateurs, de faire une grammaire, mais en fait, cette grammaire, elle va continuellement évoluer parce que le produit va évoluer, va changer. Et voilà, même rien que le rapport juste à de la réalité virtuelle en 4K, c'est plus du tout la même chose. On pourra faire des expressions faciales très proches, on pourra jouer sur l'émotionnel beaucoup plus fortement. Que là, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, en VR, on a encore des grilles de pixels, donc on voit légèrement des traits noirs, et ça casse un petit peu l'immersion, en tout cas pour du gros plan. Et ça, moi, je pense que dans l'écriture, on pourrait dire que c'est que de la mise en scène, mais l'écriture est vraiment importante déjà dans le rapport à la présence, à la distance, etc. On a besoin d'avoir des gens qui s'intéressent vraiment à ce qu'est sans être, encore une fois, technophile hardcore, juste de comprendre. C'est pour ça qu'il faut mettre un casque sur la tête. Il y a pas besoin de ça. On peut aborder un concept sans mettre des mots dessus, clairement. Mais quand on voit pas un visage et qu'on a besoin de faire naître une émotion par un regard, il faut trouver une autre solution pour raconter l'histoire. En fait, le principe de la VR, c'est que si l'utilisateur il veut regarder par là, il a le droit de le faire, mais surtout, s'il a la curiosité ou la folie, ou j'en sais rien, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, bref, s'il regarde par ici, il faut qu'il ne soit pas frustré par l'utilisation. En fait. Il faut qu'on écrive pour toutes les formes d'utilisation, et c'est ça qui est le plus difficile. Ça, en gros, c'est l'écriture du jeu vidéo. Ça dépend. Après, ça dépend. L'écriture du jeu vidéo, c'est une écriture qui est non linéaire. Je dirige pas ma caméra puisque souvent c'est le joueur qui dirige sa caméra. La seule différence, c'est que effectivement, je peux regarder derrière tout en continuant à avancer tout droit, ce que j'ai du mal à faire dans le jeu vidéo. Donc, c'est pas très nouveau ça, ce côté justement ludique et d'écriture vidéoludique. Par contre, ce qui est nouveau dans la réalité virtuelle, c'est cette volonté de mélanger à la fois une écriture cinématographique et une expérience cinématographique avec cette possibilité de regarder un petit peu partout. Et c'est pour ça que je redis ce que j'ai dit au début, il faut casser les codes, il faut oublier ce que vous savez. Imaginez que demain, ça existait sur le fond déjà au théâtre. Au théâtre, le spectateur peut regarder où il veut. J'ai pas un plan de caméra qui dit tiens regarde là, je fais un gros plan comme ci, je fais un gros plan comme ça. Donc il y a plein de choses qui existent déjà. Il va falloir piocher dans le jeu vidéo sur l'écriture justement interactive où je n'ai pas le droit de sanctionner ce que fait le joueur entre guillemets, ou au contraire je veux le sanctionner parce que ça fait partie de ma narration. Et pas vouloir faire absolument tel ou tel plan parce que de toute façon je ne sais pas où le joueur regarde à ce moment-là, mais il y a aussi des moyens de la ramener à ce qu'on veut le faire regarder.
Et on est aussi un peu comme dans du théâtre, et on est aussi un petit peu comme dans toutes les murder parties qu'on a pu faire dans les années 80. J'ai commencé un peu avant toi. Tout ce qui était murder party, on écrit un scénario qui va s'adapter en fonction de ce que le joueur fait et qui va évoluer, etc. etc. Et pour revenir, et j'arrête de monopoliser le micro, pour revenir un dernier point sur la technologie, pareil, j'ai commencé donc plutôt dans les années 80 à faire du jeu vidéo. Et à ce moment-là, on parlait même pas de polygones. Dans les années 90, les premiers polygones sont arrivés et on était content quand on affichait 200 polygones sur un écran. Mais il fallait se contenter de ça. On peut pas dire je vais attendre que la technologie évolue et que Nvidia sorte une GeForce 1080 qui peut afficher des centaines de millions de polygones. Il faut, à un moment donné, c'est le moment, il est maintenant, la réalité virtuelle existe, les casques de réalité virtuelle existent, ils ont des contraintes, ils ont un nombre de polygones pas forcément génial, pas une définition géniale, et il faut travailler avec ça. Tu disais tout à l'heure, moi j'attends. Ouais, non, mais, on peut faire de la R&D, on peut travailler pour demain. L'idée, c'est à la fois de. Je compte bien leur sortir un prototype de la version light de la c'est de faire du scalable. On peut toujours écrire alors, je parle plutôt jeux vidéo, c'est plutôt le milieu que je connais, mais à un moment donné, on a écrit des jeux vidéo dont on savait qu'ils étaient scalables, c'est-à-dire dont on savait que dans 5 ans, dans 10 ans, on pourrait le refaire, faire une version numéro 2, mais dont l'écriture fonctionnerait toujours avec des nouvelles technologies. Donc il faut vraiment aujourd'hui s'approprier la technologie qui existe, celle de la réalité virtuelle, et travailler avec ça. C'est en même temps, la création, elle naît de la contrainte. Le truc, c'est qu'il faut faire le maximum qu'on peut faire avec les outils d'aujourd'hui. Je pense qu'un bon réal, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qui sait faire avec ce qu'il a et qui va faire, qui va pas juste fantasmer à quelque chose. Et sur le côté jeu vidéo, rapport au choix, c'est-à-dire que oui, le truc, c'est que là, on est vraiment sur un choix qui est en fait totalement inconscient. C'est qu'en fait, le joueur, quand il choisit dans un jeu vidéo, souvent narratif, il fait un vrai choix, donc il en a conscience. Et là, ce que je trouve intéressant dans la VR, c'est qu'avec les gens qui font des protos, en tout cas aujourd'hui, commerciaux externes, donc que tout le monde peut tester, c'est que déjà, ils commencent à cacher les processus de choix pour qu'en fait, ce soit tout simplement qui on est qui fait le film qu'on va voir, ou qui fait l'expérience qu'on va voir. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça s'adapte tout simplement à notre pattern neurologique, et c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que sans avoir de système justement de connexion neuronale particulière qui sont en train d'être prototypés en ce moment dans plein de projets super, et donc c'est un peu intrusif. Là, voilà, sans un truc trop intrusif, on regarde quelque chose, on a l'impression on va dire le confort de la linéarité. Et alors que non, en fait. Et en plus, on est moteur du truc. Non, moi je voulais revenir justement à ce qui nous. Non, pardon, non, n'importe quoi. Non. Parce que un peu ce pourquoi vous êtes là aussi ce soir, c'est que vous êtes scénariste et que du coup, si vous voulez travailler en VR, par exemple, quand vous voulez travailler quand vous êtes engagé pour faire un programme court, vous regardez 10 programmes courts et vous savez un petit peu comment ça marche. Quand tu es engagé pour faire de la série télé, tu regardes un petit peu les 30 séries télé que tu as sur Netflix, tu commences à connaître un peu ta narration. Pareil pour le cinéma parce que tu as vu 1 million de films. Si vous voulez bosser en VR, vraiment, je reprenais ce que disait Julien tout à l'heure, intéressez-vous à la VR parce que c'est une manière d'écrire qui est aujourd'hui en défrichage. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire. Ouais, bien sûr, il y a comment. Alors, je suis en train de rechercher un mec qui est le chef game designer chez Google, qui a ses 4 astuces. Ouais, et il y a ces 4 astuces pour créer un bon film en réalité virtuelle. C'est créer un lien avec le spectateur, diriger l'attention du spectateur, éviter de provoquer la nausée, susciter l'émotion du spectateur. Bon, c'est à peu près ce qu'on fait tous les jours quand on écrit un scénario ou qu'on réalise une série, quoi. Sauf pour la nausée, et bien que si tu montes des trucs super gore, tu peux peut-être arriver quand même à donner la nausée. Mais ouais, et faire des mouvements 3D comme quand on a commencé à faire de la 3D, on avait sans arrêt la caméra qui partait dans tous les sens. Ça finissait par peut-être pas donner la nausée, mais au moins par faire chier. Et il y a une petite question aussi que
par rapport à tout ça, c'est comment on va gérer l'empathie. Je sais pas, c'est qu'on va voir un film d'amour, un film triste. Bah déjà, si on pleure, comment on va pleurer avec le casque? Là, ça va gêner. Mais c'est toutes ces choses qui nous portent quand on va voir, quand on regarde une série, quand on va voir un film, et qui vraiment nous met en empathie avec les personnages. Alors, pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de penser à un film à l'eau de rose là, des années 80, je crois, avec un mec qui meurt et qui devient un fantôme et qui se balade tout le temps, qui essaye de Ghost, voilà, merci. Voilà, toi, bah ça serait un bon truc à faire en VR, parce que tu serais le fantôme et tu pourrais te balader et essayer d'intervenir dans la vie de ta femme. Non, sors pas avec ce mec, il est trop con. Et tu ferais de la poterie et tout. Ouais, je ferais de la poterie aussi, ça peut être pas mal en VR. Poterie VR. Le but quand on écrit un film ou quand on écrit une série, c'est de raconter une histoire, mais du coup c'est de faire passer des émotions. Et du coup, quand on l'écrit pour du cinéma, on sait que par exemple, tu disais voilà, pour faire passer de l'émotion, bah, le gros plan vient, l'émotion vient des visages. Comment tu fais passer ça en VR? C'est justement à vous de vous approprier aussi le médium pour lequel vous voulez travailler et vous allez travailler, en imaginant aussi ces nouvelles formes de narration. Donc là, pour le coup, c'est juste ça, c'est voilà, essayer de comprendre aussi pourquoi on travaille aujourd'hui et comment on arrive à faire naître de l'émotion. Après, moi, j'aimerais aussi sur un truc, il y a une différence, à mon sens, fondamentale entre un film en VR comme un film de cinéma où on est juste acteur entre guillemets passif, où on peut juste regarder un peu partout, comme on fait quand on est au cinéma ou quand on est chez soi, quand tu mates un truc et que tu es en même temps sur Facebook, tu regardes ton machin, tu suis de l'œil et tout. La VR, c'est aussi ça, mais par contre, à partir du moment où tu as de l'interactivité, c'est-à-dire où tu as une notion de choix, à mon sens, tu n'es plus dans le film VR, tu es dans le jeu. C'est-à-dire le choix, l'interactivité, c'est ce qui différencie le cinéma d'un jeu vidéo narratif, c'est l'interaction que toi tu imprimes dans l'histoire. Donc du coup, c'est est-ce que la VR c'est un pas dans le jeu vidéo, un pas dans le cinéma, et les grands écarts ça fait mal au burn, on le sait tous, ou est-ce que c'est un truc particulier? Est-ce que c'est justement cette narration qui te permet de faire des choix au milieu? Aujourd'hui justement c'est libre et on peut faire un peu ce qu'on veut avec ça, donc c'est l'interactivité reste quelque chose d'assez subjectif. C'est comme la différence entre un roman et un livre dont vous êtes le héros. Justement, bah non, enfin oui et non. L'interactivité, c'est là où je dis c'est subjectif, parce que j'ai vu des films VR dont on disait c'est quasiment un jeu vidéo, c'est interactif. Et la seule interactivité qu'on avait, c'était passer à la scène suivante ou pas, ou rester coincé dans la scène actuelle. Et pour le réalisateur, c'était une interactivité, puisque je décide quand je le veux de passer à la scène suivante. Donc tu mets pause ou pas, enfin c'est pas, ouais, voilà, et c'est pour ça que je reprends l'exemple de Quantic Dream, qui a fait des jeux dans lesquels l'interactivité est extrêmement contrainte. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de choix, et à un moment donné, contrairement où dans un jeu traditionnel, je vais pouvoir effectuer des actions un petit peu celles que je veux. Là, on me dit tu fais ça et tu fais pas autre chose, ou tu le fais pas. Et il a créé une nouvelle forme d'interactivité, une nouvelle forme de narration, une nouvelle forme de jeu vidéo. Sur la réalité virtuelle, le problème c'est que depuis tout à l'heure, on parle de réalité virtuelle, on parle de cinéma, on parle de jeux vidéo, mais imaginez-vous que la réalité virtuelle c'est aussi large que la notion de audiovisuel. Et dans l'audiovisuel, on va avoir de la fiction, on va avoir du documentaire, on va avoir du court-métrage, on va avoir de l'art-essai, on va avoir tout ça, de la pub, du clip. La réalité virtuelle, pour l'instant, le problème c'est qu'on en parle un peu comme si on parlait de l'audiovisuel, et on n'arrête pas de faire le grand écart entre du cinéma, du jeu vidéo, de trucs interactifs, pas interactifs, etc., etc. Donc la question primordiale, c'est déjà quelle est la réalité virtuelle que vous voulez faire? Est-ce que c'est une réalité virtuelle plutôt cinéma? Est-ce que c'est une réalité virtuelle plutôt jeu vidéo? Est-ce que vous voulez inventer autre chose? Mais tout ça aujourd'hui est possible, et c'est aussi là la difficulté qu'on peut avoir à essayer de donner des étiquettes, c'est que sur le fond on parle de réalité virtuelle, mais on parle de tout ça, de toute cette audiovisuelle de la réalité virtuelle.